Grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, bienvenue dans Grand bien vous fasse saison 3. Heureux de vous retrouver en direct et en podcast. J'espère que vous avez passé un bel été. Tous les matins, Grand bien vous fasse, c'est la vie quotidienne, mode d'emploi, santé, psychologie, questions de société, consommation, philosophie, mode de vie, alimentation. Des experts et vos questions au 01 45 24 7000. Et en ce premier jour de rentrée, des mains plus moites que d'habitude, un cœur qui bat un peu plus vite que d'habitude, une bouche un peu plus sèche que d'habitude. Bref, un animateur un poil plus stressé que d'habitude, quoi de plus normal quand on a l'impression de ne plus savoir parler dans un micro après 2 mois de farniente. Un stress ponctuel qui s'évaporera peut-être une fois le générique terminé, mais que faire quand le stress devient chronique, quand il vous pourrit la vie et vous tue à petit feu? Comment lutter contre un phénomène biologique qui s'installe durablement sans prendre de médicaments, sans se ruer sur les anxiolytiques ou les bêta-bloquants? Quel est le rôle du mode de vie dans la gestion du stress? Existe-t-il des alternatives naturelles, vraiment efficace? Pourquoi est-il fondamental de bien comprendre toutes ces pensées erronées, anticipatrices qui tordent la réalité et provoquent du stress? Nos 2 experts, le psychologue Patrick Amar et le psychiatre Laurent Schneewes, nous diront également si dans nos sociétés de performance, nous sommes égaux face au stress. Et vous, quel stressé chronique êtes-vous? Quelles sont vos stratégies pour vous calmer? Et puis dites-nous ce qui vous stresse au quotidien. 01 45 24 7000 et bien sûr l'appli France Inter et la page Facebook de Grand bien vous fasse. Et un nouveau venu dans la famille de Grand bien vous fasse, l'écrivain et médecin Baptiste Beaulieu. Bonjour Baptiste. Bonjour Ali, bonjour aux auditeurs. Pas trop stressé, ça va? Un petit peu, ça va, mais bon, j'ai des invités qui sont là pour moi ce matin exprès, donc c'est nickel. Baptiste Beaulieu, vous êtes l'auteur du blog très suivi, alors voilà, qui réconcilie soignants et patients, et également tout le corps médical, hein, c'est l'objet de votre blog. Et ça tombe bien, alors voilà, c'est le nom de votre nouvelle chronique, tout à l'heure vers 11h-20. Alors voilà, c'est la médecine à visage humain. Exactement, je vais essayer de réinjecter un peu de chaleur humaine dans nos rapports, qui sont parfois si compliqués. Allez, bienvenue dans Grand bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi. France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébi. Putain, c'est long là, qu'est-ce qui se passe? J'ai faim. J'ai la dalle, moi, il avance ou quoi là? Oh là, j'ai super faim en plus. Allez! Bon, moi je vais à l'intérieur. Non, bah attends. Si, je vais à l'intérieur. attends. Si, je vais à l'intérieur. Mais ça va se débloquer, attends! Je vais à l'intérieur, je te dis. Oh! Le doux bruit du klaxon qui rappelle à beaucoup le stress de la rentrée. Le bruit, l'une des sources de stress les plus pénibles de la vie quotidienne. Pour nous aider à mieux comprendre le stress chronique, éviter, quand c'est possible, les médicaments. 2 invités, le docteur Laurent Schneewes, médecin psychiatre, spécialiste de l'anxiété. Patrick Amar, psychologue. Vous avez coécrit chez Erol « J'arrête de stresser, 21 jours pour changer ». Alors, dans le langage de tous les jours, le stress est une situation de tension nerveuse excessive, une sensation physique désagréable, palpitations, bouche sèche, accélération du rythme cardiaque, hypersudation, boule au ventre, plaque rouge. Et l'écrivain Stephen King écrit dans son roman Cellulaire qu'en cas de stress extrême, le corps se met aux commandes et fait ce qu'il a à faire pendant que le cerveau se tient sur la touche, incapable de faire autre chose que de siffler, taper du pied ou regarder le ciel. Docteur Laurent Schneewes, quelle est la définition médicale du stress? C'est une pathologie à proprement parler? Alors d'abord, c'est pas une maladie, puisque déjà dans la classification internationale des maladies, le terme de stress apparaît pas comme, en tout cas, un déterminant. Ça peut être un facteur déclencheur. Ça peut se participer à certains troubles de l'anxiété, comme les états de stress post-traumatique, mais en soi, de toute façon, c'est pas une maladie. Alors la plupart du temps, en fait, quand les gens évoquent le problème de stress, ils évoquent leurs émotions. Alors là, on voit il y a de la colère. Très souvent, il y a de l'anxiété. Parfois, il y a de la tristesse. Parfois, il y a de la culpabilité, de la honte, du dégoût. Bon, généralement, donc, ce sont des émotions à valence négative, mais probablement la première chose à faire quand quelqu'un vient se plaindre de stress ou estime qu'il a trop de stress, c'est déjà de préciser un peu les choses et déjà de préciser les émotions. Donc il y a une vraie corrélation généralement entre la plainte stress et la plainte anxiété. Donc, mais il vaut mieux essayer de recadrer un peu les choses et essayer de préciser de quelle émotion il s'agit. C'est quoi le stress pour le psychiatre que vous êtes? Alors, quand on parle de stress, en fait, on parle de 2 choses. Il y a d'un côté le facteur de stress, on pourrait dire un stresseur, et puis il y
a la réaction de l'organisme qui est plutôt le stress en soi. Donc, dans la mécanique du stress au niveau biologique, je ne sais pas si c'est très intéressant d'en parler, mais il y a un axe qui est très important, qui est l'axe du cortisol. Alors, c'est une histoire. C'est une hormone, le cortisol. C'est une hormone, voilà. Alors, l'histoire. Enfin, je 2 secondes là-dessus parce que l'histoire est très intéressante. Avant-guerre et juste après-guerre, donc il y a un endocrinologue autrichien qui s'appelle Hans Selye, donc qui a découvert l'hyperactivité de cet axe cortisolique dans les états de stress. Et puis, il se trouve qu'après, il a trouvé en fait que à ce moment-là, très probablement, cet axe était responsable de ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme, etc. Enfin bon. Et puis, dans les années qui ont suivi, en fait, on a pu synthétiser du cortisol et on s'est aperçu que le cortisol pouvait soigner en fait ces fameuses maladies psychosomatiques. Donc là, l'axe du cortisol en a pris un petit coup. Alors et après, c'est à ce moment-là qu'est né le bon stress, le mauvais stress, histoire d'adapter le truc. Enfin, il s'est un peu emmêlé les pinceaux, mais et d'une certaine façon, pas mal de personnes, en tout cas dans le corps scientifique, ont mis de côté en fait ces écrits. Et on a mis un peu cet axe cortisolique un peu de côté, tout simplement parce que chez les patients chroniques, anxieux ou déprimés, en fait, on trouvait pas vraiment de troubles du cortisol, si ce n'est chez certains déprimés qui étaient très importants. Et puis, au cours des 10 dernières années, alors là, les connaissances ont explosé et on s'est aperçu qu'il finalement, il n'avait pas tort, ce brave homme. C'est-à-dire qu'on a mis en évidence des facteurs centraux au niveau du système nerveux central, qui déclenchent, enfin, qui régulent en tout cas cette fameuse sécrétion de cortisol, qui est du CRF. Et ce CRF, en fait, agit de manière extrêmement importante dans le codage génétique et donc est un vrai déterminant. Donc, finalement, l'histoire est une espèce de pied de nez, comme ça, où on peut, à un moment donné, on a raison, après on a tort, et puis à nouveau, on a raison. Patrick Amard, no stress, arrête de me stresser, ça me stresse, quel stress, ce sont des expressions qui nous accompagnent du matin au soir. Oui, le terme de stress est passé vraiment dans l'usage le plus quotidien et de facto, on ne peut pas éviter le stress, c'est une nécessité. Qu'est-ce que c'est à minima? C'est une injonction à s'adapter à ce qui nous arrive devant une situation qu'on peut juger problématique, menaçante, et ce qui va le rendre plus compliqué, c'est que j'ai pas toujours l'impression d'avoir les ressources qu'il faut pour pouvoir le gérer. Donc typiquement, qu'est-ce qu'on va avoir dans ces situations? Un contrôle assez faible, je ne maîtrise pas, une nouveauté, une imprévisibilité, un ego menacé. Je dois faire une chronique sur France Inter. Est-ce que je serai capable? Donc c'est un petit peu tout ce cocktail qu'on va retrouver et en tout cas un stress omniprésent dans la vie quotidienne. Alors le stress assurait la survie de nos ancêtres préhistoriques. Le stress c'est bien sûr bénéfique dans certaines situations, Laurent Schneewes. Un individu qui ne serait jamais stressé, c'est soit un individu mort, soit un robot. Non, comme le dit Patrick, de toute façon, le stress c'est un mécanisme d'adaptation qui est tout à fait normal, de la même manière que les émotions qu'on ressent sont des émotions qui sont tout à fait normales. Je veux dire, si vous n'êtes pas anxieux, vous pouvez pas anticiper une situation. Je veux dire, vous pouvez pas anticiper ce qui va se passer pendant l'émission, la catastrophe ou éventuellement un invité qui se casse la figure. Et donc, du coup, l'anxiété, si on prend cette émotion-là en particulier, mais qui est comme celle qui est souvent associée au stress, ça permet d'anticiper les situations et de prévenir ces situations. Donc, de toute façon, c'est un mécanisme d'adaptation absolument normal. Oui, reprenons d'ailleurs le syndrome d'adaptation générale de Hans Selye. Il parlait d'une phase d'alarme, une première phase de mobilisation des ressources. Mon chef rentre dans mon bureau et je n'ai pas fait la présentation que je devais faire. Qu'est-ce qui va se passer? Augmentation de la tension artérielle, arrivée de sang dans les organes et au cerveau pour réfléchir un petit peu plus vite, pour être prêt à prendre mes jambes à mon cou. Dilatation pupillaire pour le voir en technicolor, le voir un petit peu mieux. Donc tout un ensemble de choses qui mobilisent l'organisme pour faire face à la situation sur un mode combattre ou fuir, flight ou fight. Alors, de façon très schématique, il existe 2 types de stress, un stress ponctuel, aigu, et un stress chronique qui peut provoquer de graves dégâts sur notre qualité de vie et sur notre santé. Laurent Schneewes? Alors, vous posez une vraie bonne question. C'est-à-dire qu'à quel moment on devient malade, dans cette histoire, et qu'est-ce qui détermine, en fait, la maladie? Alors, pour les psychiatres, finalement, la maladie, la définition de la maladie est pas très différente des autres maladies. C'est-à-dire que, on définit, en fait, la frontière par le fait que les gens souffrent, c'est-à-dire qu'ils présentent des symptômes régulièrement, ils ont un handicap dans leur vie fonctionnelle, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas mener la vie qu'avant, et puis ça dure un certain temps. Donc la durée, la souffrance et le handicap en fait définissent la maladie. Donc à partir du moment où quotidiennement on se met à éviter de faire des choses, on peut pas mener la vie qu'avant, à ce moment-là on est dans un trouble. Oui, et pour
pour effectivement aller dans le sens de ce que disait le docteur Schneeweiss, il y a aussi un élément d'évaluation très très personnelle. Comment est-ce que j'évalue ce qui m'arrive ? Et deux personnes auront évidemment une interprétation, une évaluation différente et vont stresser de façon plus ou moins importante en fonction de leur évaluation et de leur sentiment d'une capacité à gérer ce qui leur arrive. Et la première auditrice de la saison, c'est Anne. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, Anne. Bonjour. Vous habitez en région lyonnaise, ça va, pas trop stressé ? Un petit peu quand même. Si, là je suis quand même stressée, j'ai le cœur qui bat, j'ai la voix qui chancelle un petit peu. Oui, si, quand même. Tout va bien se passer, nous avons des experts autour de la table. Alors le stress et vous, Anne, c'est une vieille histoire, hein. Vous définissez même comme une stressée de la vie. Oui. Je pense que c'est une bonne définition de stressée de la vie. Alors c'est vrai que ça se manifeste surtout, j'ai pas d'ongles, je me ronge les ongles depuis que j'ai des dents, n'est-ce pas ? Et c'est vrai que j'ai l'impression de stresser assez régulièrement pour pas mal de choses, pour le travail, pour la vie de famille, voilà. C'est souvent, c'est souvent, c'est la nuit que ça se passe souvent avec des insomnies où je me réveille en pleine nuit, brusquement, en me disant tiens, j'ai pas fait ça, j'ai pas pensé à ça. Parfois je me lève, je vais écrire des choses, etc. Enfin voilà, ça peut se manifester comme ça. Quel est l'impact de ce stress dans votre vie quotidienne ? L'impact, déjà, ça me fait des mains assez vilaines quand même, parce que les ongles rongés, c'est pas très beau. Donc ça, c'est un impact immédiat qui se voit immédiatement. Mais sinon, je dirais l'impact. J'essaye de tenir compte de ce stress pour mieux gérer, essayer de mieux gérer ma vie. Voilà, je tiens compte de ça pour essayer de rechercher l'équilibre au maximum dans le sommeil, dans les horaires, dans la nourriture, d'avoir un mode de vie relativement sain, de faire du sport, etc. Pour essayer de compenser au maximum ces effets néfastes. Vous prenez des médicaments, Anne, pour réduire ce niveau de stress chronique ? Alors, ça m'est déjà arrivé d'en prendre de type tout à fait ponctuel, des anxiolytiques, mais de manière très très ponctuelle. Mais sinon, non, je ne veux pas entrer dans cette spirale infernale du médicament. Je prends simplement un complément alimentaire avec de la mélatonine, donc qui est un médicament qui aide à lutter contre les réveils nocturnes, les insomnies, etc., qui m'aide, je pense, un petit peu. Voilà, donc quand je dors 4-5 heures d'affilée sans réveil nocturne, je suis déjà contente, n'est-ce pas ? Mais non, je prends pas de médicaments, je dirais, de type anxiolytique ou... Non. Et Anne, est-ce que vous comprenez pourquoi vous êtes stressée ? C'est un stress existentiel ? Oui, j'ai l'impression que je suis née stressée en fait. je sais pas. Oui, j'ai l'impression que je suis née stressée. Oui, c'est ça. Ça fait partie de moi. En même temps, ça n'est pas très handicapant. Enfin, je gère quand même. J'ai l'impression de gérer quand même. Gérer ce stress. Voilà, j'arrive à m'en sortir parce que avec le temps, peut-être avec les années, j'ai une 50aine d'années, peut-être avec l'expérience de la vie, j'ai appris à domestiquer un peu ces manifestations, peut-être un petit peu, on va dire les plus ennuyeuses. Donc voilà, je prends ça comme un trait de caractère et j'essaye de gérer comme je peux ce stress qui fait partie de moi. On me connaît comme ça et voilà, mais on sait que en général, j'essaye pas de le faire subir aux autres, à mon entourage. J'essaye de gérer. J'ai aussi fait de la thérapie. Gestalt thérapie pour essayer aussi de m'en sortir avec ça. Témoignage très intéressant, hein, d'Anne. Si vous vous reconnaissez dans ce témoignage, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. Laurent Schneeweiss, Anne nous dit qu'elle est née stressée. Quelle est la part de génétique ou d'épigénétique dans ce stress ? Alors déjà, chronique. Déjà justement, si on veut essayer de préciser sur les mots, très clairement là, Anne évoque un trouble de l'anxiété dans cette histoire. Hein. On a cette idée-là du sentiment de menace. Elle voit des dangers dans les secteurs quotidiens de la vie, hein, et la réaction qu'elle a classiquement au niveau cognitif, c'est le besoin de maîtriser les choses, le besoin de les contrôler, et du coup, elle cultive en fait ce sentiment par ses propres comportements. Mais je pense qu'on y reviendra après. Bon, si on revient à la question d'où ça vient, en fait, il y a deux aspects dans les problèmes de l'anxiété. D'un côté, il y a effectivement une filiation. On a quand même souvent des ascendants
ascendant, et c'est plus fréquent chez les femmes. Il y a quand même à peu près 2 à 3 fois plus de femmes qui ont un trouble de l'anxiété que d'hommes qui ont un trouble de l'anxiété. Donc il y a de toute évidence un déterminant génétique fort qui passe du côté féminin. Et puis, il y a chacun a un petit destin un peu fracassé dans cette histoire. On sait que, par exemple, au moment de la naissance, il se passe des choses assez importantes entre les mères anxieuses, déprimées, stressées, et puis la transmission au niveau de leur enfant. Et là, maintenant, on a bien décodé les mécanismes épigénétiques, en fait, qui favorisent cette anxiété qui, elle, va durer pour le restant de ses jours. Et puis, l'autre élément, évidemment, qui est important, c'est tout ce qui se passe, en fait, jusqu'à l'adolescence, et qui va modifier le système nerveux et rendre les gens stressés. Alors après, il y a pas seulement, je vais passer la parole à Patrick, mais il y a pas seulement ça. Il y a évidemment tout ce qui est autour, c'est-à-dire l'éducation et puis le contexte. Patrick Amar, que vous inspire le témoignage d'Anne, et qu'est-ce que vous lui conseilleriez, peut-être pour abaisser son niveau de stress chronique? Elle a déjà essayé pas mal de choses. Oui, absolument. Ce qu'on voit, ce que nous dit Anne, c'est effectivement que son stress se décline sur les différents axes corporels, physiques. Onychophagie, elle se ronge les ongles. Cognitif, elle rumine en permanence. Émotionnel, un cortège d'émotions à valence plutôt négative qui se... Donc on a cette déclinaison. En général, il y a des portes d'accès privilégiées. Elle, c'est plutôt se ronger les ongles, c'est plutôt ruminer. On va choisir un petit peu ses portes d'entrée par rapport au stress, mais ça peut être quelque chose d'assez envahissant, et néanmoins, elle arrive, c'est devenu un compagnon de route, elle arrive à trouver des mécanismes de coping, de gestion de ce stress, qui fait que c'est moins handicapant que cela pourrait être. Il y a un certain nombre de choses qu'elle a tenté, qu'elle a essayé. Elle mentionne la thérapie, elle mentionne ponctuellement certains médicaments qui peuvent avoir effectivement dans certains cas de l'effet. Il y a effectivement ce qu'on appelle, elle mentionnait la Gestalt, mais les thérapies comportementales et cognitives sont effectivement des apports tout à fait précieux dans certains cas, à commencer par les symptômes très très précis de se ronger les ongles, et un certain nombre de techniques, le sport, l'alimentation, on y reviendra. Merci beaucoup Anne pour votre témoignage. Allez, j'attends toutes vos questions sur les moyens de combattre le stress sans médicaments. 01 45 24 7000. Bon, j'ai pas le temps de plaisanter. Là, je travaille, moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez boire? T'énerve pas. Grand bien vous fasse. Cool, mon grand. Attention, toi là, tu m'appelles pas mon grand et connard, hein? Sur France Inter. Cool. Comment vaincre le stress sans médicaments? C'est la question du jour au 01 45 24 7000. Oui, Philippe! Je ne sais pas. Si, Gérard, c'est toi qui m'as dit qu'il était parti avec des camarades sur un bateau. Sur un bateau? Pour aller où? Au Havre. Au Havre? Le plus ennuyeux, c'est que la petite Shirley est partie avec eux. C'est pas possible. Bon, et hop, comment il est le bateau? C'est un voilier. C'est quelle couleur? Avec des grandes voiles rayées rouge et noir. Une grande voile rayée rouge et noir. C'est joli, ça. Va chercher une carte, toi. Calme-moi, toi. Calme-moi! Mieux que ça. Mieux que ça. Louis de Funès stressé sous pression dans les grandes vacances de Jean Giraud. Baptiste Beaulieu, tout nouveau chroniqueur dans l'émission. Dans votre cabinet de médecin généraliste à Toulouse, beaucoup de patients consultent à cause du stress? Oui et non. Alors, c'est une réponse de jésuite. Oui, parce que les statistiques, on le sait que c'est un motif récurrent de consultation. Et non, parce que malheureusement, c'est la double peine pour ces patients et ces patientes, parce que oui, ils sont stressés, mais dans la société dans laquelle on vit, qui est un modèle très productiviste, où on se doit d'être performant quoi qu'il arrive, il y a cette anxiété de performance qui fait que quand ils viennent au cabinet, c'est rarement sous le prétexte de « je suis stressé, je vais pas bien ». Il y a toujours à notre prétexte, j'ai mal au dos, je dors plus, j'ai des petites idées noires, mais rarement ils vont dire j'y arrive plus, parce que on peut pas dans notre société avoir ce champ-là de la parole qui dit je ne peux plus. Et dans votre cabinet de psychiatre, docteur Laurent Schneves? Le problème, c'est que moi j'ai pas ce problème-là, puisque moi quand les gens viennent me voir, ils sont déjà adressés, ils savent qui viennent voir et ils savent quand même qu'ils vont parler de leurs émotions de toute façon. Donc moi oui, bien sûr, il y a 100% chez moi. Patrick Amar, beaucoup de consultations liées au stress au travail? Oui. Et le stress, c'est un petit peu aussi un concept bannière ou un concept attrape-tout. C'est souvent la première chose qu'on met en avant. Les sondages suggèrent que plus de la majorité des consultations chez le médecin généraliste sont initialement de stress. Mais derrière ce stress, quand on déroule la pelote, il y a d'autres choses, évidemment. Et notamment cette difficulté à tenir, à faire face, à être à la hauteur et à performer.
Comment expliquez-vous que nos sociétés contemporaines soient davantage perméables au stress chronique qu'il y a un siècle ou deux, Laurent Schneewes? Alors, c'est un vrai souci, c'est une vraie bonne question que vous posez, parce que la question est de savoir si c'est effectivement, il y a une augmentation, en tout cas, du nombre de troubles affectifs qu'on peut mettre aussi sous l'ensemble du stress et des difficultés, ou est-ce que finalement, est-ce qu'on repère mieux aujourd'hui les choses bon, alors, toutes les études épidémiologiques, en tout cas, suggèrent qu'il y a quand même une augmentation, d'une manière générale, des pathologies liées aux émotions. Alors, au premier chef, les troubles dépressifs. Si on regarde les statistiques qu'on avait dans les années 80, on était sur une vie entière, on était à 10-12% de la population qui allait souffrir d'un état dépressif caractérisé dans sa vie. Aujourd'hui, on serait plutôt à 18-20%. Donc, il y a vraiment, d'une manière générale, il y a ça. Alors, il y a des statistiques qui infirment ça, quand même, dans cette histoire, qui sont moins pessimistes, mais d'une manière générale, quand même, c'est plus. Alors, pourquoi? De toute façon, il y a probablement plus de demandes, plus de difficultés d'adaptation. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a un facteur génétique malgré tout qui est là et qui s'imprime et qui va se transmettre. Et donc, il est assez probable qu'on est juste au début en fait du problème et que les problèmes affectifs, les problèmes liés au stress vont devenir beaucoup plus importants. L'OMS tape que les troubles affectifs vont devenir la première cause de morbidité dans le monde. Et puis Patrick Amar, les conditions de travail, le management sont structurellement stressants, plus stressants que jamais. En tout cas, oui, un monde qui est résolument plus complexe, volatile, ambivalent, ambigu, et je dois vivre avec des consignes qui sont beaucoup moins claires, avec effectivement une course à la performance, avec une injonction à bien faire, cette comparaison sociale qui fait qu'en permanence je regarde qu'est-ce qu'a le voisin, comment fait le voisin, et ça aussi c'est un facteur supplémentaire de difficulté. Quel est le plus grand facteur de stress, Laurent Schneewes? Intuitivement, je dirais la pression du temps, la pression de l'emploi du temps. Alors, c'est encore une excellente question, mais je pense qu'il faudrait quand même 8 jours pour répondre à la question. Pour être un petit peu simple, en fait, il y a un modèle qui a été élaboré par un psychologue du travail qui s'appelle Garazek il y a quelques années. Finalement, c'est pas mal comme pour essayer de comprendre un peu mieux la mécanique. C'est tout ce qui est simple est faux et tout ce qui est compliqué est incompréhensible. Donc, autant prendre celui-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit finalement le sentiment de stress est lié à deux composantes principales, c'est-à-dire la demande, très forte demande, et d'une manière générale, en fait, ce que l'individu, la latitude de décision qu'a l'individu pour pouvoir répondre à cette demande. C'est-à-dire d'un côté la forte demande, d'autre part le contrôle, et il y a une modulation par le contexte social. Donc je vous donne deux exemples opposés. Vous avez la caissière du supermarché, très forte demande, c'est répétitif, contrôle sur son travail très mince, c'est-à-dire en gros c'est le tapis roulant, et puis le contexte social pour pouvoir moduler, parler en fait aux autres aux employés, c'est modeste. Bon. Donc là, on a vraiment des zones de stress extrêmement élevées. À l'inverse, je dis pas le présentateur sur France Inter, mais si on prend l'archétype, c'est le prof de fac, il a peu d'heures de cours, donc une pression qui est relativement modeste dans cette histoire, une latitude de décision extrêmement importante et de contrôle très important, et un contexte social où il peut discuter avec ses pairs. Bon voilà. Donc si on voulait avoir disons qu'est-ce qui détermine, disons d'une manière générale, bon c'est quoi le stress? Il y a ça. Alors après, chacun y met dans sa forte pression, dans sa forte demande qu'il a, etc. Mais oui, absolument. Charge sociale importante, liée à des marges de manœuvre insuffisantes, un soutien social défaillant, par exemple, effectivement, pouvoir parler à ses collègues, pouvoir échanger, avoir du soutien de sa hiérarchie, avoir du feedback en temps et en heure, avoir une bonne ambiance au travail. Et puis aussi, certains modèles rajoutent l'importance de l'équité, avoir le sentiment que je ressors du travail ce que j'y mets, que globalement je suis rémunéré, récompensé, reconnu suffisamment pour ce que j'investis. Bonjour Alice. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Alors vous aviez envie d'apporter un témoignage sur l'effet très contagieux du stress. Absolument, et pour répondre à la question que vous venez de poser, quelle est la source de stress, ma réponse personnelle, c'est ma mère. Moi, j'ai la quarantaine dépassée. Voilà, donc je ne suis a priori plus une enfant soumise aux volontés de ses parents, mais je commence par la fin. Quand j'ai un échange souvent téléphonique avec ma mère, je vais courir 50 minutes après parce que c'est trop pour moi. C'est une décharge colossale de stress qui concerne absolument tous les niveaux de la vie, du menu du prochain repas, au trajet en voiture qui va forcément se solder par un accident,
au choix professionnel qui finalement était peut-être pas si bon parce que si tu compares avec avant, t'étais peut-être mieux avant, etc. Et tu crois pas que finalement t'as fait le mauvais choix et au final je me dis que effectivement j'ai fait le mauvais choix. Donc tout est très très anxiogène avec des choses très banales, les histoires de famille, des conflits avec les uns et les autres, mais aussi des grandes orientations de vie qui sont dures à gérer pour elle. Du coup, elle me prend comme une déversoir, où moi je suis une éponge, je ne sais pas, et je ne sais pas me protéger de ça. Et Alice, est-ce que votre mère lutte contre ce stress chronique avec des médicaments ou à partir de techniques plus naturelles et est-ce que vous, par conséquent, vous êtes également stressé et vous avez l'air d'être très stressé. Est-ce que vous prenez des médicaments ou est-ce que vous... Alors moi, non. Elle, je sais que oui, elle a eu un passage avec des antidépresseurs, je crois. Enfin, je ne suis pas trop dans le secret. Je sais qu'elle n'a pas été bien. Mais non, moi, ça me stresse au point où, voilà, je transpire, j'ai le cœur qui palpite et il faut que je me repose de ces échanges. Mais ça me contamine sur le moment, mais après, moi, je suis d'une nature plutôt positive. Docteur Laurent Schneves, sur le témoignage d'Alice. Tout à l'heure, vous parliez un petit peu des problèmes de comment on devient stressé. Et là, on a vraiment un aspect génétique, hein. Enfin, en tout cas, au moins filial ou familial, en tout cas dans cette histoire. Donc, très probablement, la mère d'Alice souffre d'un trouble. Alors, je ne sais pas si c'est un trouble d'anxiété ou un trouble dépressif, mais c'est pas forcément une mauvaise mère, hein. C'est juste qu'elle veut tout contrôler. Donc, à partir du moment où il y a une décision qui est prise, elle-même, son état fait qu'elle doute, et elle fait douter sa fille. Donc, du coup, sa fille, Alice, tourne en bourrique. Merci beaucoup, Alice, pour votre témoignage. Docteur Schneves, dans quel cas prescrivez-vous des médicaments? Et de quels médicaments s'agit-il? Alors, d'abord, il faut déjà préciser le trouble. Si c'est un trouble de l'anxiété ou un trouble dépressif, ça va pas être la même chose dans cette histoire. Alors, si on reste sur la partie purement dépressive, il faut qu'il y ait des critères, hein, donc dans cette histoire. Donc, il faut qu'il y ait vraiment des critères de souffrance, donc plein de symptômes, un ralentissement psychique, le fait d'être triste, le fait de présenter des troubles de l'humeur d'une manière générale. Il faut que ça dure depuis un certain temps, donc en général plusieurs semaines, hein, dans cette histoire. Donc, on prend toujours son temps avant de prescrire. Hein. Si j'ai quelques confrères qui peuvent m'écouter en ce moment, ne jamais prescrire la première fois qu'on voit quelqu'un, même si on a l'impression que il y a un état dépressif devant soi, tout simplement parce que le trouble peut évoluer, peut changer. Donc, il faut prendre son temps dans cette histoire. On n'est pas dans l'urgence de la chirurgie, hein, même si les gens vont pas bien. Il faut prendre son temps d'écouter et de regarder. Et donc, à partir du moment où on a cette certitude diagnostique, effectivement, la porte est ouverte pour les médicaments. Mais très souvent, l'intensité du trouble est suffisamment faible pour qu'on puisse avoir des thérapies alternatives, et en particulier des thérapies cognitives et comportementales, ou d'autres formes de thérapie aujourd'hui qui se développent. Hein. Donc, c'est pas parce qu'il y a un état dépressif qu'il faut se précipiter sur le stylo. Patrick Amar, pour lutter contre le stress chronique, il est essentiel de combattre certaines pensées. Les spécialistes appellent cela des cognitions, des pensées erronées qui peuvent provoquer un stress chronique. Dans votre livre J'arrête de stresser, vous listez plusieurs distorsions cognitives. Ce sont ces décalages entre l'idée que l'on se fait d'une chose et la réalité, pour le dire vite. Oui, les distorsions cognitives, ce sont des erreurs de raisonnement. Par exemple. C'est-à-dire, par exemple, la généralisation. J'ai fait une fois quelque chose et une conséquence défavorable a eu lieu. Je vais le généraliser en me disant qu'à chaque fois que je ferai ça, il arrivera ça. La minimisation de mes succès et au contraire la maximisation de mes échecs. La pensée dichotomique. Soit je suis à 120%, je réussis tout parfaitement, ou sinon je ne vaux rien. Je ne peux pas être à 70%. La distorsion préférée des perfectionnistes. Si je ne réussis pas parfaitement, je ne vaux pas la peine d'être vécu. Et pour lutter contre ces pensées génératrices de stress, un grand psychologue américain peut nous aider. C'est l'américain Albert Ellis. Oui, Albert Ellis avait été, avec Aaron Beck, un des précurseurs, des fondateurs de l'approche cognitive, c'est-à-dire que, un petit peu, le Talmud dit, tu ne vois pas le monde tel qu'il est, mais tel que tu es. Où Épictète, déjà, les stoïciens avaient, ce n'est pas tant les événements que l'interprétation que nous en avons qui nous affecte. Et Ellis mentionnait ces situations dans lesquelles je vivais notamment dans une tyrannie de la perfection. Il faut, je dois. Il faut être à 120% pour être aimable. Il faut dire oui à tout pour pouvoir être
accepter. Imaginons si je vis sous cette tyrannie qu'on voit chez certaines personnes qui n'arrivent pas à dire non, parce qu'il y a cette pensée, si je dis non, je ne suis pas altruiste, je ne suis pas aimable, et donc on vit constamment dans cette tyrannie de il faut dire, être présent, dire oui à tout en permanence. Est-ce que j'ai raison d'éviter les pensées qui me stressent, de les cacher sous le tapis ? Alors elles ont une fâcheuse tendance à revenir comme un boomerang. Il y a parfois au contraire des prescriptions inverses dans lesquelles on suggère aux patients de se prendre un quart d'heure par jour pour volontairement ruminer tout ce qui les obsède, parce que on sait bien que justement cet aspect de rumination, un des caractères, c'est que ça revient de façon lancinante, récurrente, que c'est difficile. Pour bien comprendre, prenons l'expérience dite de l'ours blanc qui a été menée en 1992. Oui, c'est qu'on demande à quelqu'un d'éviter de penser à un ours blanc pendant quelques minutes. Et évidemment, si je vous propose cela, si j'en parle aux auditeurs, essayez de ne pas penser soudainement à cet ours blanc. Eh ben, c'est un petit peu comme ça, les ruminations. Allez, il est temps de retrouver la chronique de l'écrivain et médecin Baptiste Beaulieu. Alors voilà. France Inter, grand bien vous fasse. Apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais 1 heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve. Et voilà, exactement. Alors voilà. Baptiste Beaulieu, tous les lundis, vous nous racontez des histoires vraies avec des visages de patients qui vous ont marqué. Exactement. Et aujourd'hui, le témoignage que je voudrais partager à l'antenne, c'est celui d'Annabelle et de son fils Milo, 6 ans. Alors, Annabelle me raconte comment, alors qu'elle prépare le déjeuner, son fils arrive et se propose de l'aider. Je rappelle qu'il a 6 ans. Évidemment, ce qui doit arriver arrive. Un couteau, un enfant, une cuisine, bref. Le petit se blesse et les voilà partis pour les urgences pédiatriques. Et en voulant se cuisiner, le petit s'est coupé, mais est-ce que c'était grave ? Alors non, Ali, je vous rassure, il s'agissait d'une toute petite coupure de rien du tout. Mais comme Annabelle le précise dans le témoignage qu'elle m'a envoyé, elle n'en sait trop rien parce que son fils, raconte-t-elle, me dit un peu n'importe quoi. Et ça, c'est une chose que tous les soignants, toutes les soignantes ont pu déjà expérimenter, c'est que souvent, quand on demande à un enfant s'il a mal, invariablement, sa réponse est oui, comme s'il y avait une forme d'instinct de préservation, d'instinct de conservation, un reste de cerveau reptilien. Dans le doute, si tu as mal, réponds oui, quelqu'un s'occupera de toi. Donc, les voilà aux urgences pédiatriques, on les installe en salle d'examen, le petit est surexcité de voir les infirmiers, les médecins qui viennent. À ce moment-là, le pédiatre arrive, commence à déballer le pansement de fortune qu'Annabelle a mis autour du doigt de son fils. Quand le petit pose sa main sur le bras de l'urgentiste et lui dit « Je te préviens, j'espère que tu es prêt parce que c'est pas joli, tu vas faire des cauchemars et toute la nuit en plus. » C'est bien. Oui, je pense que tous les soignants peuvent remercier Milo d'avoir pris soin du petit cœur du pédiatre qui n'avait pas dû voir de plaie depuis au moins une bonne heure. Mais ce mot qu'a Milo me paraît important parce que il rend compte d'une certaine magie qu'on perd en étant adulte, une certaine naïveté, une certaine poésie du monde que nous perdons tous et toutes, celle des premiers temps et celle que retranscrit notamment si bien Romain Gary dans ce merveilleux roman qui est La vie devant soi, quand il fait dire au petit Momo la phrase suivante. Moi, ce qui m'a toujours paru bizarre, c'est que les larmes ont été prévues au programme. Ça veut dire qu'on a été prévu pour pleurer, il fallait y penser, il n'y a pas un constructeur qui se respecte qui aurait fait ça. Dans ce même ordre d'idées, je voudrais relayer le témoignage d'une infirmière qui me raconte comment un jour, alors qu'elle tapote le bras d'un enfant pour faire sortir la veine, le petit la regarde et lui demande « Hey, pourquoi tu me frappes, j'ai pas fait de bêtises ?» Voilà, on a 2 personnes, un adulte, un enfant, et on a 2 visions différentes de ce qui est en train d'arriver au moment où ça arrive. Cette même infirmière, lorsqu'elle va partir avec l'échantillon du sang de l'enfant, va entendre l'enfant lui dire « Et où tu vas avec mon corps, c'est à moi ». Eh bien oui, l'enfant a raison, le sang, son sang, c'est son corps, ça lui appartient. Et je crois vraiment que ces rapports entre cet enfant et cette infirmière portent en germe tout ce qui plus tard va faire le fossé entre les soignants et les soignés. Je parle de l'incompréhension, je parle du manque de communication, je parle de l'incapacité à voir avec les yeux de l'autre ce que voit l'autre, ce que ressent l'autre, sa vision à lui de ce qui est en train d'arriver ici et maintenant, au moment du soin. Et c'est là que l'enfant est important, parce que l'enfant nous oblige toujours à faire un pas de côté, à voir autrement. Et ils sont importants dans une société, je crois profondément qu'ils le sont encore plus dans un hôpital.
Je cite ici un proverbe sanskrit qui dit « Une maison sans enfants est une tombe ». Je crois qu'on peut dire la même chose d'un hôpital sans enfants. Un hôpital sans enfants est une tombe. Parce que ce que ce gamin dit à ce médecin en le prévenant de la mocheté de sa petite blessure, ce qu'il lui dit c'est « Tu as le droit d'être encore touché par du sang, par une plaie, par des pleurs. Tu as le droit de ne pas être totalement blasé. Tu as le droit de faire des cauchemars quand le quotidien est trop dur, même si tu es médecin, même si tu en as vu d'autres. En un mot, tu as le droit d'être encore un être humain. » Et pour cette permission donnée à un seul, mais qui vous rappelle à tous, moi, j'ai envie de dire à Milo et à tous les enfants du monde, de la part de tous les soignants et de toutes les soignantes, merci beaucoup. Mais enfin, c'est quoi cette manie de stresser comme ça tout le temps? Ben oui, calme-toi, tu vas tomber là. Depuis que t'es né, t'es stressé, j'ai jamais vu ça. On dirait un petit lapin qui court depuis toujours mais qui sait pas pourquoi. Tu bois plus de café sur une journée que Georges Clooney sur 10 ans de publicité. On dirait que t'es sorti du ventre de ta mère en criant « Hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment je sais que tu stresses ?» Ça se voit, t'as des plaques rouges sur tout le corps et autour du cou, on dirait la carte du monde. T'es stressé à longueur de journée. Parfois j'ai envie de te gifler. Ben je suis désolé, mais que tu stresses, c'est une chose. Mais que tu stresses les autres, c'en est une autre. Tu sais qu'un jour il finira par t'arriver quelque chose, hein. Je dis pas ça pour te stresser, mais sur ce coup-là tu devrais. D'ailleurs, tu n'es pas stressé, toi. Tu es le stress en personne. L'humoriste Guillaume, et ce matin notre question c'est comment lutter contre le stress sans médicaments, et une question de Bambi sur notre page Facebook. J'aimerais que vous évoquiez le stress par anticipation, Patrick Amar. Qu'est-ce que c'est le stress par anticipation et comment lutter contre ce stress par anticipation? En permanence, on a tendance à être justement dans la projection, dans le futur, dans le passé ou dans le futur. Et le stress par anticipation, c'est tout ce stress qui vient de « voilà ce qui va m'arriver, je vais faire ça, on va me faire ça ». Donc tout un ensemble d'hypothèses, d'inférences qui sont tout à fait aléatoires, mais qui créent une anxiété justement d'anticipation qui est vraiment problématique parce qu'elle colore l'état émotionnel dans lequel je me trouve. Docteur Laurent Schneewes, comment on lutte contre ce stress par anticipation? Alors, il faudrait déjà commencer par pouvoir se donner l'espace pour réfléchir. Alors, quand on regarde le mode d'emploi, on va dire d'abord il faudrait essayer de mettre une espèce de temps comme ça pour calmer le corps, parce que malgré tout, le corps réagit souvent avant l'esprit. Et tout à l'heure, là, dans le témoignage, on voit bien qu'il y a beaucoup de tension, on voit bien, enfin, on ressent physiquement les choses. Donc, dans l'ordre des choses, il faut d'abord calmer le corps, et puis après, on peut commencer à raisonner sur, effectivement, les erreurs qu'on peut faire. Mais donc, du coup, il y a un premier temps qui est trouver un moyen pour créer un sas de décompression. Donc, certaines personnes, c'est de la relaxation. Pour d'autres, ça va être de la méditation. Pour d'autres, ça va être d'autres techniques, en tout cas. Mais, quoi qu'il en soit, ce sas de décompression et ce moment-là de retour à soi et au présent est essentiel. Tiens, pour décompresser, Patrick Amar, la respiration, dans votre ouvrage, vous préconisez la respiration 4-2-6. C'est quoi exactement? Expliquez-nous. Oui, ou 3-1-4, mais en tout cas, c'est cette idée de... C'est un moment de concentration autour de la respiration dans lequel je vais, alors dans le mode 3-1-4, j'inspire sur 3 temps, je tiens sur 1 et j'expire sur 4 temps. Et dans cette expiration, je vise aussi la relaxation corporelle et notamment de zones dans lesquelles j'ai tendance à concentrer les tensions. Pour certains, ça va être la mâchoire, le haut du dos, le front. Donc voilà, j'inspire sur 3, je tiens sur 1 et j'expire sur 4. Par le ventre, ce qu'on appelle une respiration diaphragmatique. Et si je mets un livre sur mon ventre en position assise, je vais voir le livre bouger si tout va bien. Et que pensez-vous des techniques méditatives pour lutter contre le stress? Je connais des tas de gens qui méditent et qui ne parviennent pas à déstresser. Oui, alors la méditation pleine conscience, elle a une histoire très très ancienne. Elle est déjà chez les stoïciens, chez les bouddhistes. Il y a cette idée d'être en connexion avec l'instant présent, d'être dans l'être plutôt que le faire. Et néanmoins, il y a plein de gens à qui ça ne le fait pas. Il faut pouvoir avoir cette intensité du moment. Dans une société très active, voire hyperactive, il y a des gens pour qui la pleine méditation, la méditation pleine conscience ne le fait pas, en dépit d'études qui ont montré effectivement ses bienfaits, d'études documentées qui ont montré ses bienfaits sur les 40 dernières années où Jon Kabat-Zinn a mis cette pratique sur le devant de la scène. Diminuer son stress, c'est également agir sur son mode de vie. Je pense évidemment à l'alimentation, à l'exercice physique. Bonjour, docteur Laurent Chevalier.
Bonjour. Médecin nutritionniste en duplex de Montpellier. Vous avez notamment publié Moins de médicaments, plus de plantes. L'une des clés pour lutter contre le stress se trouve dans l'assiette. Alors, ce qu'on observe, c'est que malheureusement, l'alimentation est souvent un refuge pour les personnes stressées, donc il y a suralimentation. Et la deuxième chose tout à fait dramatique que l'on voit de façon quotidienne, c'est le problème de l'alcoolisme. Beaucoup trop de personnes vont rechercher dans l'alcool un anxiolytique et un anti-stress. Et là, il faut faire très attention. Et malheureusement, c'est une réalité quotidienne. Qu'est-ce qu'on privilégie, Laurent Chevalier, dans son assiette quand on a tendance à être un stressé chronique? Alors, je dirais qu'il y a deux choses. Les légumineuses, c'est-à-dire toutes les graines, que ce soit les petits pois, les lentilles, etc. Les pois chiches. Ce sont des produits qui contiennent des pois chiches, qui contiennent de l'amidon, qui contiennent la vitamine B6 qui est bonne pour le cerveau. Et puis les produits qui contiennent les acides gras oméga 3, c'est-à-dire des poissons comme les maquereaux, les sardines. J'insiste aussi sur un point, si vous permettez, le café. Beaucoup trop de gens prennent du café. On sait que l'accélération du rythme cardiaque n'est pas bonne et peut majorer aussi le stress. Tout à l'heure, on a parlé de calmer le corps. Il faut aussi calmer le cœur. Et si on a un conseil à donner à nos auditeurs, c'est prendre plutôt du café décaféiné. Alors, quelles plantes sûres préconisez-vous, des plantes qui ont vraiment fait l'objet de recherches médicales sérieuses? Je rappelle que vous êtes également botaniste, docteur Laurent Chevalier. Une ou deux plantes à préconiser ce matin? Alors, la plante phare, je dirais que c'est la mélisse. C'est une plante qui permet justement de se relaxer un peu, qui améliore la digestion. L'aubépine est très intéressante aussi, puisque en cas d'hyperémotivité, en cas d'accélération du cœur, ça va permettre de le ralentir. Et puis, il y a un aspect essentiel qu'a évoqué Anne tout à l'heure, c'est le problème du sommeil. Or, énormément de gens qui sont stressés dorment mal, et la carence en sommeil, la dette de sommeil, est tout à fait dramatique sur la gestion du stress. Et là, on a 3 plantes intéressantes. La passiflore, que l'on peut prendre de façon régulière, 300 mg d'extrait sec. La valériane, s'il y a une composante dépressive. Et puis l'escholcia. L'escholcia, c'est ce qu'on appelle le pavot de Californie. Toutes ces plantes, on va les prendre en gélule. On va éviter la tisane le soir, puisque ça peut provoquer des réveils nocturnes, parce qu'on va les faire pipi. Et donc, on peut le prendre sous forme de gélule. Donc, toutes ces plantes-là vont apaiser. Merci, docteur Laurent Chevalier, pour tous ces conseils de bon sens. Un mot de conclusion rapide, Patrick Amard, Laurent Schneewes. Oui, c'est une action sur plusieurs niveaux. Évidemment, l'alimentation, le sport, mais aussi, dans certains cas, la thérapie, la luminothérapie et d'autres actions de type corporel, relaxation. Docteur Laurent Schneewes. Oui, alors je vais plaider quand même pour ma paroisse dans cette histoire, mais en gros, il faut pas hésiter à aller consulter quand ça va pas, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que évoquer le problème, je veux dire, ça fait de mal à personne et au moins ça permet de regarder, de pas passer à côté d'un diagnostic important. Merci Laurent Schneewes. Je recommande votre dernier livre, En finir avec le blues de l'hiver. Patrick Amard, J'arrête de stresser, c'est publié chez Erol. Demain, une question qui fait débat. Les enfants consultent-ils trop de psy? Pour répondre à vos questions et témoignages, nous recevrons les psychologues Didier Pleu, Béatrice Copper-Royer et le pédopsychiatre Patrick Bensoussan. Standard ouvert dès 9h au 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de Grand Main vous fasse et l'appli France Inter. À suivre le grand retour de Nagui et de sa bande originale dans un studio flambant neuf.